Ils étaient les maîtres espions du Troisième Reich, deux adversaires enveloppés de mystère et tenus au secret. Avec des milliers d'agents sous leurs ordres, ils avaient la responsabilité des opérations secrètes les plus délicates de la Deuxième Guerre mondiale. L'un tuait pour Hitler, l'autre le trahissait. Octobre 1938. Adolf Hitler a fait son entrée triomphale dans les pays sudètes de Tchécoslovaquie, où vivaient plus de 3 millions de Tchèques germanophones. À peine quelques jours plus tôt, alors que la France et la Grande-Bretagne signaient à contre-cœur le pacte de Munich, qui cédait 2590 km² du territoire tchèque à Hitler, pour la simple raison qu'il le demandait, le monde était à deux doigts de la guerre. Les nazis avaient pendant des années écrasé toute opposition politique à l'intérieur de l'Allemagne, sans rencontrer de résistance internationale. Alors que la presse mondiale annonçait une nouvelle paix pour l'Europe, Hitler avait déjà planifié une guerre et avait à sa disposition deux maîtres espions. L'un était le chef de la SS, Reinhard Heydrich, à la tête des services secrets nazis, le SD, service de renseignement de la SS. L'autre, l'amiral Wilhelm Canaris, était commandant de l'Abwehr, service de renseignement et d'espionnage de l'armée à l'étranger. Hitler n'aurait pu trouver deux hommes aussi différents. Déjà chef de la Gestapo, Heydrich contrôlait tout grâce à l'intimidation et à la violence. En tant que chef des services de renseignement, il avait le pouvoir de surveiller les ennemis du parti nazi. En à peine 7 ans, il avait instauré la police d'État la plus efficace d'Europe, au sein de laquelle il était l'homme le plus craint. Il avait alors tout juste 34 ans. Wilhelm Canaris était lui beaucoup plus âgé. À 51 ans, c'était un vieil habitué des services de renseignement militaires. C'était un vétéran de la Première Guerre mondiale qui avait servi à bord d'un croiseur et commandé plusieurs sous-marins avant de s'illustrer dans un grand nombre de missions secrètes de l'Amérique du Sud à l'Espagne. Canaris était un homme extrêmement intelligent qui parlait plusieurs langues. Pendant l'époque troublée de l'Allemagne d'entre-deux-guerres, il avait embrassé plusieurs causes politiques de droite, mais était resté dans la marine conservatrice. Ce fut une période où tout ce que nous avions appris au cours de la monarchie s'écroulait. Il n'aimait pas la République et était à la recherche d'un ordre conservateur fort qu'il croyait avoir trouvé pour le moment chez Hitler. Ce fut une grosse erreur qu'il partagea avec des milliers d'Allemands. En 1934, le commandant en chef de la marine, l'amiral Raeder, avait besoin d'un nouveau dirigeant pour l'Abwehr et ne pouvait trouver personne de plus qualifié que Canaris pour ce poste. Sous sa direction, l'Abwehr se développa pour devenir une énorme organisation d'espions à l'écoute du monde entier. À cette époque, il avait des qualités très rares en Allemagne. Il était cosmopolite, partait en vacances à l'étranger où il avait des amis, mangeait de la nourriture étrangère. En d'autres mots, il n'était pas prussien, il n'était pas Boche.
Contrairement à Heydrich, Wilhelm Canaris évitait de se mettre au premier plan. Il préférait des vêtements civils à son uniforme chiffonné. Il était affublé d'un léger aisément et était très renfermé, mais son profil bas cachait des convictions qui auraient pu lui coûter la vie. Quand Canaris a pris la direction de l'Abwehr, il a très vite commencé à se démarquer par rapport à la politique d'Hitler. Il est devenu de plus en plus amer. Il avait même son franc-parler à propos de la nouvelle tyrannie. C'est alors que débuta une étrange relation entre les maîtres espions de l'Allemagne. La politique de Canaris changeait, mais il était obligé de collaborer avec Heydrich, l'homme qu'il avait connu autrefois. En 1923, quand Heydrich le rencontra pour la première fois, Canaris était cadre administratif à bord du croiseur d'entraînement Berlin. Ces histoires d'espionnage et d'intrigues internationales captivèrent le jeune cadet ambitieux et ils se lièrent d'une étrange amitié. Ils se sont rapprochés, non pas parce qu'ils s'aimaient bien, ils n'avaient presque rien en commun, sauf d'avoir tous deux fait partie de la marine. Mais Madame Canaris a joué un grand rôle. À l'instar du jeune Heydrich, elle jouait du violon et il donnait des petits concerts à leur domicile. C'est ainsi que Heydrich se lia d'amitié avec les Canaris. Après avoir quitté le navire de Canaris, Heydrich a suivi sa vocation et est devenu officier de transmission. Mais sa carrière prometteuse fut interrompue en 1931. Il fut surpris à faire la cour à une femme alors qu'il était engagé avec une autre. L'amiral Raeder intervint personnellement et le révoqua de la marine pour conduite inconvenante pour un officier et un gentleman. Le monde de Heydrich s'écroula. À 27 ans, sans emploi, il se tourna vers un service en uniforme qui veuille bien de lui, la SS. Dans cette organisation, les hommes au trait arien étaient considérés comme étant de race supérieure et Heydrich se révéla dans son élément. En 1931, il attira l'attention de Himmler, chef de la SS, qui lui demanda de créer le service de renseignement, une organisation destinée à surveiller les membres et les ennemis du parti nazi. En l'espace de 2 ans, son style agressif l'amena à la tête à la fois du service de renseignement et de la Gestapo. Il était expert en escrime, en équitation et en ski. C'était un tellement bel homme. Beau dans le sens physique, vous savez, il était le critère même du dieu blond du Reich allemand. Wilhelm Ottel a travaillé sous les ordres de Heydrich au service de renseignement. Après l'avoir rencontré, j'ai eu l'impression que c'était un homme extrêmement intelligent. Dire qu'il n'avait pas de caractère serait peut-être exagéré. Néanmoins, son seul but était le pouvoir. Mais il fut toujours victime de l'accusation insistante d'avoir une ascendance juive, ce qui bien sûr le gênait terriblement, et il n'a jamais pu se débarrasser complètement de ce problème. Ayant reçu les pleins pouvoirs grâce aux nouvelles lois permettant à tout un chacun de bénéficier d'une garde rapprochée, Heydrich imprima un ton raciste tout en poursuivant les ennemis politiques, en commençant par les Juifs et les Tziganes. À cette époque, rentraient au SD des gens de bonne éducation, qui avaient entamé une carrière, mais qui avaient compris que le fait d'adhérer au parti nazi était le moyen le plus rapide de progresser. Que les estimes du parti nazi et de Mai sont inséparables, une relation de travail embarrassante fut imposée à leur service d'espionnage respectif. Dans sa guerre de conquête à venir, Hitler ne voulait pas que ses espions du SD et de la Gestapo soient laissés pour compte. Il leur attribua le même secteur que Canaris et l'Abwehr. Heydrich revint au sein de l'armée et y retrouva Canaris. Mais en tant que membre du parti nazi, il était plus proche d'Hitler et représentait de ce fait une menace pour son ancien mentor. Canaris n'était pas le seul à s'inquiéter du contrôle de l'armée par les nazis. En 1938,
le patron de l'état-major des armées, le général Ludwig Beck, démissionna, espérant ainsi faire comprendre à ses compagnons qu'Hitler, un ancien caporal, les conduisait à la guerre. Canaris choisit de résister d'une manière différente de l'intérieur de l'armée. Au quartier général de l'Abwehr, il commença à mener une double vie et s'entoura de gens qui complotaient contre Hitler, parmi lesquels un chef d'état-major, le lieutenant-colonel Hans Oster. C'était un résistant de la première heure, depuis le milieu des années 30-38 pour être plus précis. Il était impliqué dans les projets des conspirateurs militaires qui voulaient renverser Hitler au cours d'un coup d'État. Quand Hitler commença à réclamer les Sudètes de Tchécoslovaquie, Hans Oster mit en œuvre, avec le général Beck et d'autres, la conspiration destinée à l'arrêter et à le juger pour provocation à la guerre. En parlant de résistance, et je dis bien de résistance, je parle de l'amiral Canaris, de ses officiers supérieurs dans l'Abwehr et de ses collègues de l'armée dirigée par le colonel Beck. Leur stratégie consistait à envoyer émissaire après émissaire à Londres pour implorer les Britanniques, à la veille du pacte de Munich, de ne pas abandonner la Tchécoslovaquie, car elle représentait le moyen qui permettrait à la résistance de rallier l'armée dans une mutinerie contre Hitler. Lui retirer le gouvernement, procéder ainsi à un véritable coup d'État. Le triomphe pacifique du pacte de Munich rendit impossible le renversement militaire. À peine 6 mois plus tard, Hitler surprit le monde entier et donna l'ordre à ses forces d'occuper toute la Tchécoslovaquie. Quand l'armée allemande prit possession de son pays en mars 1939, le président tchèque Édouard Beneš était en exil en Angleterre. Derrière elle arrivèrent Heydrich et le service de renseignement, armés de listes de gens à arrêter et de propriétés à confisquer. La terreur SS s'apprêtait à s'exporter. Août 1939. Alors que l'armée allemande se massait aux frontières de la Pologne, Hitler demanda à Reinhard Heydrich et au service de renseignement de trouver une excuse pour envahir le pays. Heydrich s'arrangea pour que des prisonniers vêtus de l'uniforme de l'armée polonaise soient transportés dans une station de radio allemande à la frontière polonaise. Les prisonniers furent alors tués et la station de radio détruite. Il semblait ainsi qu'un groupe de Polonais avait traversé la frontière et attaqué la station de radio. Repoussés par les Allemands, ils avaient été tués. C'est ce que les Allemands appelèrent l'opération boîte de conserve, qui devint pour Hitler un prétexte pour envahir la Pologne et débuter la Deuxième Guerre mondiale. Selon Hitler, l'armée allemande et la SS combattaient pour l'espace vital, un plus grand territoire pour une plus grande Allemagne. En exterminant la classe supérieure et l'intelligentsia polonaise, Heinrich Himmler pensait que les Polonais survivants deviendraient une race d'esclaves subalternes. Pour conduire cette politique, les Einsatzkommando, connus sous le nom de groupes d'action spéciale, étaient sous le contrôle de l'armée pour prévenir ostensiblement toute opération de sabotage et arrêter les indésirables. Surveillés par le service de renseignement de Heydrich, ils ont ouvertement massacré des milliers de Polonais dans une zone spéciale située à l'arrière de l'armée principale. Cette zone fut établie tout spécialement pour créer, dirons-nous, un espace dans lequel les groupes d'action spéciale pouvaient manœuvrer librement. Les soldats du front dont je faisais partie n'ont jamais entendu parler de ces choses qui se passaient derrière leur dos. En Pologne, Hitler remplaça rapidement la règle militaire par l'administration nazie et le pays disparut des premières pages de la presse mondiale. C'est alors que les Einsatzkommando s'en prirent furieusement aux Juifs polonais. Canaris fut bientôt mis au courant des atrocités de Pologne. Quand ses agents lui firent leur rapport sur les activités des services de renseignement, il se rendit lui-même sur place.
C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il faisait partie d'un processus de rupture de la morale, de l'éthique. Un système qui ne connaissait aucune limite. Canaris n'était pas particulièrement un homme de conscience, mais il avait ses propres limites et ne voulait plus faire partie de ce système. Il alla voir Kettel, le chef d'état-major de la Wehrmacht, et lui dit « Ne pouvez-vous faire quelque chose pour arrêter ça? Pour juguler la SS? L'arrêter ?» Kettel dit à Canaris de s'occuper de ses affaires, qu'il ne pouvait rien y faire. C'est ainsi que continuèrent les atrocités. Canaris retourna à Berlin et conspira avec un jeune avocat de l'Abwehr, Hans von Dohnanyi, se renseigna sur les crimes de la SS en Pologne et fit même sortir clandestinement des Juifs de Berlin. Hans Oster envoya alors un émissaire, Joseph Müller, qui prit discrètement contact avec le Vatican et le pape. La proposition qu'ils firent au pape Pie XII fut la suivante. Vous connaissez la Pologne, vous avez vu ce qui est arrivé, vous avez vu ce qu'est devenu ce pays catholique. Voulez-vous nous aider, nous la résistance allemande? Voudriez-vous être notre intermédiaire avec les Britanniques? Au moment où Oster tentait de contacter les Anglais par l'intermédiaire du Vatican, les services secrets britanniques essayaient d'identifier les Allemands qui pourraient renverser Hitler. Grâce à un bureau de contrôle britannique des passeports en Hollande, le major Henry Stevens fut envoyé en mission d'espionnage en Allemagne avec son collègue, le capitaine Sigismund Best. En 1939, Best et Stevens attirèrent l'attention vigilante de l'Abwehr et des services de renseignement de Heydrich, curieux de savoir avec qui ils travaillaient en Allemagne. Sans en avertir Canaris, il envoya pour les rencontrer un agent se faisant passer pour un résistant militaire nommé capitaine Schimmel. Celui-ci promit de les présenter à un général de l'armée allemande qui fomentait un coup d'État contre Hitler. Le Premier ministre Neville Chamberlain, qui suivait de près les négociations, approuva un autre rendez-vous entre ses agents et le capitaine Schimmel. Le but était clair, renverser Hitler, mais le tuer était un autre problème. Chamberlain avait toujours refusé l'assassinat d'Hitler, arguant du fait que les Britanniques n'assassinaient personne. Le 8 novembre 1939, une bombe explosa dans la Bürger Brockeler à Munich quelques minutes après qu'Hitler ait quitté les lieux. Ce même soir, un charpentier allemand, Georg Elser, qui essayait de s'enfuir par la frontière suisse, fut arrêté par les autorités qui trouvèrent sur lui des photos et des dessins de l'emplacement de la bombe. L'auteur de l'attentat fut interrogé sérieusement, selon la formule consacrée, c'est-à-dire qu'il fut torturé mais il n'avoua jamais qu'il avait des complices. Les autorités supérieures nazies ne le crurent bien évidemment pas. Il était évident qu'une énorme conspiration était derrière tout ça, et ils en vinrent rapidement à la conclusion que les services secrets britanniques en étaient les auteurs. Le capitaine Schimmel reçut alors l'ordre de s'emparer de Best et de Stevens le lendemain matin au café Bacchus, dans la ville frontière hollandaise de Venlo. Le café était exactement sur la frontière avec l'Allemagne. Quand les agents britanniques arrivèrent à l'heure prévue avec un officier des services de renseignement hollandais, des agents secrets des services de renseignement arrêtèrent leur voiture et ouvrirent le feu. Ils blessèrent mortellement l'officier hollandais, se saisirent de Best et de Stevens et repassèrent rapidement la frontière. Le capitaine Schimmel étant en fait le major Schellenberg, jeune agent secret ambitieux des SD. À Berlin, il supervisa l'interrogatoire de Best et Stevens. L'enquêteur de la Gestapo, Herbert Koppler, fut interviewé en 1969 par un écrivain autrichien, Günther Peiss. Il m'a dit que tous deux, d'après son opinion et son expérience, étaient les plus grands traîtres qu'il pouvait imaginer. Car il lui avait donné toutes sortes de renseignements qu'il n'avait pas demandés. Certains documents avaient été émis par les Allemands avant même l'invasion de la Grande-Bretagne. Ils comportaient une liste de tous les membres dirigeants de la société britannique qui devaient être arrêtés. Ce livre est maintenant appelé Livre noir. Il est rempli de renseignements stipulés avoir été fournis par Best et Stevens, qui furent, entre autres, un échec des services secrets britanniques. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, ne mit pas longtemps à faire le rapprochement entre l'attentat de Munich et l'incident de Venlo.
Les noms de Elser, Best et Stevens figurèrent dans tous les journaux mondiaux. Aucun démenti n'a jamais été publié, ce qui apporta de l'eau au moulin de la propagande de Goebbels, qui put présenter cette lâche attaque contre notre bien-aimé Führer comme ayant l'aval des services secrets britanniques. Best et Stevens furent finalement envoyés au camp de concentration de Sachsenhausen, à l'extérieur de Berlin. Ils y restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Ils auraient dû être exécutés, mais ne furent jamais officiellement accusés de la tentative d'assassinat contre Hitler. L'incident de Venlo embarrassait le gouvernement de Chamberlain, dont la plupart des agents en Allemagne étaient en danger. Toute avance provenant de personnes se réclamant de la résistance allemande, même les émissaires de Canaris ou du pape, furent considérés à l'Ouest avec un très grand scepticisme. Hans Oster en faisait partie. En tant que chef d'état-major de l'Abwehr, il organisait les opérations de soutien des plans d'attaque d'Hitler à l'Ouest. C'est ainsi qu'il avait accès à tous les dossiers et donc un aperçu de tous les ordres d'opération que la direction de la Wehrmacht avait prévus. Il les a donc trahis. En 1939, il fournit entre autres aux forces occidentales, via l'attaché militaire hollandais à Berlin, les dates prévues de l'attaque allemande sur le front ouest. Les Hollandais avaient donc connaissance des prévisions d'attaque d'Hitler contre la Hollande, la Belgique et la France. Mais tous étaient sceptiques. Ils avaient pâti de l'incident de Venlo et n'étaient pas prêts à se faire piéger à nouveau. Les renseignements de Hans Oster furent ignorés. L'attaque allemande débuta au matin du 10 mai 1940 et fut une surprise totale. Pendant 6 semaines, la Hollande, la Belgique et la France furent sous contrôle allemand et les troupes britanniques bloquées sur les plages de Dunkerque. Alors que la Luftwaffe préparait la bataille d'Angleterre, le général Alfred Jodl présentait à Hitler un plan audacieux pour mettre l'Empire britannique à genoux. Sous le nom de code Opération Félix, ce projet prévoyait que la Wehrmacht attaque et s'empare de Gibraltar, à l'extrême sud de l'Espagne, base navale britannique essentielle. La cible était tentante. Hitler occuperait bientôt l'Afrique du Nord-Ouest. S'il parvenait à conquérir Gibraltar, il aurait des bases opérationnelles de chaque côté du petit détroit. Si la marine allemande avait la voie libre, l'Angleterre perdrait ses routes maritimes vitales, permettant l'acheminement de la nourriture et du pétrole du Moyen-Orient. Cette situation aurait pu être préjudiciable aux Britanniques, parce qu'ils auraient perdu la Méditerranée en tant que point d'envol pour frapper le ventre mou de l'Europe. Comme Churchill avait coutume d'appeler les régions d'Italie et de Grèce qu'il prévoyait d'envahir. Hitler approuva le plan de Jodl, mais il eut un ennui. Son armée aurait besoin de transiter librement à travers l'Espagne pour attaquer Gibraltar. Jodl commit alors une faute majeure. Il envoya Canaris pour rencontrer le dictateur espagnol Francisco Franco. Canaris était un ami de Franco. Il avait récemment organisé une aide militaire au profit de ces nationalistes vainqueurs pendant la guerre civile espagnole. Au cours de leur rencontre secrète, le général s'inquiéta de savoir si Hitler envahirait l'Espagne en cas de refus de sa part. Canaris lui dit « Ne vous inquiétez pas pour ça. Hitler ne pourra pas en arriver là en Espagne, car les troupes allemandes jusqu'au dernier homme sont réquisitionnées pour envahir la Russie. » Canaris dévoilait ainsi le grand secret d'Hitler qui s'apprêtait effectivement à entrer en Russie. Hitler traversa toute l'Europe pour rencontrer Franco sur la frontière franco-espagnole en octobre 1940. Il implora vainement pendant 9 heures l'aide du dictateur espagnol. Il n'imaginait pas que Franco pourrait lui répondre qu'il ne voulait pas de ses troupes sur son territoire. Par la suite, il avoua que c'était la plus grosse douleur qu'il ait éprouvée depuis qu'un dentiste lui avait arraché 4 dents. Canaris rédigea alors un rapport pessimiste qui découragea l'opération Félix, de même que l'invasion de l'Espagne. Et Canaris
est tellement intelligent et il rentre à Berlin et il dit à Hitler, je vous conseille d'abandonner l'idée d'aller sur Gibraltar, car vous allez vous mettre sur le dos l'Espagne. Peut-être pas une guerre, mais les Espagnols, ils n'ont rien à bouffer. Qui c'est qui leur donne le pétrole? Les Américains et les Anglais. Si vous allez en Espagne, l'Espagne crève, il vous faudra l'alimenter. Vous ne pouvez déjà pas alimenter les pays que vous occupez et ce que vous avez en charge. Alors n'allez pas augmenter vos difficultés en allant en Espagne et à Gibraltar. Et Hitler renonce à Gibraltar. Malgré ses sérieux revers diplomatiques, Hitler était toujours persuadé que l'Angleterre pouvait être vaincue. Cet automne-là, il demanda à Canaris de lancer l'opération Lena, une invasion tous azimuts de la Grande-Bretagne par des espions. Pendant des semaines, les agents secrets de l'Abwehr arrivèrent en Angleterre. Ils transmirent à Hambourg les positions des armes antiaériennes, des troupes et des terrains d'aviation anglais. Ravi du flot de renseignements, l'Abwehr les fit parvenir au haut commandement allemand qui ignorait être victime d'une des plus importantes tromperies de la guerre. La plupart des espions envoyés en Angleterre furent très rapidement capturés. Il n'y avait pas de réseau de résistance ou de complicité pour aider les agents allemands. Les espions capturés furent souvent présentés au major John Masterman. Masterman leur disait « Nous allons vous pendre demain, mais si vous acceptez de travailler pour nous, nous renverrons les bourreaux. » Et bien sûr, nombre d'entre eux l'a fait. Masterman exploitait les Allemands au sein d'un groupe pertinemment appelé « Comité de trahison ». Les agents radio de l'Abwehr étaient étroitement surveillés. Les questions de Hambourg faisaient souvent allusion aux cibles des bombardements ou révélaient des sujets concernant l'Abwehr. Les réponses des agents étaient soigneusement élaborées pour les rendre crédibles. Il y avait un autre comité, encore plus secret, qui décidait quels secrets il pouvait confier aux agents de manière à ce qu'ils puissent envoyer des informations plausibles aux Allemands. La RAF, la marine, l'armée leur en fournissaient. Tous les agents étant immobilisés, l'Abwehr ne put découvrir un des secrets les plus importants des Britanniques. Les déchiffreurs de code de Bletchley Park commençaient à lire les messages de l'Abwehr. Nous lisions les codes secrets de l'Abwehr. Elle avait un code manuel que nous avions déchiffré en décembre 1940. Puis, elle eut sa propre énigma que nous ne pûmes déchiffrer qu'en décembre 1941. Nous avons alors pu lire une grande partie des communications des contrôleurs des services secrets en Allemagne et de leurs stations extérieures. C'est ainsi qu'ils avaient en permanence les informations sur les estimations des opérations de l'Abwehr en Angleterre. Et c'est cet apport constant de renseignements qui leur a permis de mener cette mission à bien. Le comité de trahison ou le comité des vins connut une réussite spectaculaire. Même après avoir perdu la bataille d'Angleterre, les Allemands continuèrent à y envoyer des agents. L'Abwehr ne connut pas plus de succès aux États-Unis avec leur nouvel agent secret, William Sebold. William Sebold était américain d'origine allemande. En 1939, au cours d'une visite en Allemagne, il fut recruté par l'Abwehr. Quand il revint aux États-Unis, il rendit compte au FBI de son enrôlement et il monta une fausse opération. Le FBI le payait $50 par semaine et l'avait installé à New York dans un bureau de la Cité dans la 42e rue. Les murs sombres de la pièce furent peints en blanc pour permettre aux caméras cachées de filmer ces images. Pendant 16 mois, les agents de l'Abwehr et les informateurs vinrent avec des plans de guerre, des dessins d'armes et autres renseignements. William Sebold a rassemblé suffisamment de preuves pour permettre au FBI d'arrêter 33 espions. Il envoyait également par radio de fausses informations en Allemagne. Certaines personnes, en particulier au sein de l'Abwehr, en raison de leur attitude hostile envers le national-socialisme, transmettaient intentionnellement ces faux rapports en les faisant passer pour exacts. Par la suite, l'Abwehr en fut tout d'abord accusé, puis l'amiral Canaris.
Progressivement, un ver s'installa au sein des services secrets allemands. Ils comprirent alors que l'Allemagne ne gagnerait pas cette guerre, et aucun renseignement suspect provenant de leurs agents en Angleterre ne transpira jusqu'au bureau d'Hitler. Une fois que ce jeu eut commencé, il devint de plus en plus sérieux. Les piètres performances de l'Abwehr de l'amiral Canaris ne servirent qu'à mettre en valeur la réputation de ses adversaires. En 1942, Heydrich avait personnellement assumé la responsabilité de l'extermination systématique de la population juive d'Europe et était considéré par beaucoup comme le futur chef du Troisième Reich. En plus de commander au service secret, Heydrich fut nommé adjoint à la protection du Reich sur les anciens territoires tchécoslovaques. Mais son comportement envers les Tchèques était atypique. Au lieu de procéder à une brutale répression, Heydrich leur présenta une carotte. Quand il travaillait efficacement, il bénéficiait de rations supplémentaires et d'un traitement correct. Leur apparente aide à la victoire de l'Axe alarma l'Occident et Heydrich devint un sujet d'inquiétude de premier plan. Les rapports des services secrets indiquaient qu'il viendrait bientôt en France, que les Alliés projetaient d'envahir. Les Anglais aussi savaient qu'Heydrich représentait une des plus grandes menaces pour Canaris et l'Abwehr, compromettant leur opération trahison. Le plus concerné de tous fut peut-être le président tchèque exilé, Edvard Beneš. Je pense que Beneš sentait que s'il ne faisait pas quelque chose et que si la Tchécoslovaquie n'était pas perçue comme membre de la communauté alliée, il encourait le risque de ne pas voir ses frontières rétablies à la fin de la guerre. Beneš plaida pour l'assassinat de Heydrich et le SOE britannique, organisation anglaise d'aide à la résistance, accepta de l'aider en entraînant des agents secrets tchèques. Ils reçurent un entraînement très pointu de la part du SOE qui leur donna un type de bombe particulier conçu spécialement pour eux. Après des mois de préparation intensive, les agents tchèques Josef Gabčík et Jan Kubis furent parachutés une nuit de décembre 1941 en Tchécoslovaquie avec une équipe de soutien. Ils commencèrent à espionner Heydrich, qui vivait à l'extérieur de Prague avec sa famille. Heydrich était si confiant qu'il se rendait de son domicile à son bureau chaque jour par le même itinéraire, dans la même voiture, accompagné seulement d'un chauffeur. Il avait décliné l'offre de Hitler de lui attribuer un garde du corps. En quittant sa villa pour son bureau, il empruntait la route de Dresde à Prague. Le point clé de cette route était un virage serré, presque en épingle à cheveux, dans lequel sa Mercedes devait ralentir. Un arrêt de tramway proche fut l'emplacement idéal pour l'embuscade. Après s'être cachés pendant 6 mois, Gabčík et Kubis s'installèrent finalement à cet endroit le 27 mai 1942. Gabčík cacha son pistolet mitrailleur Sten sous son imperméable. Amorcées et prêtes, les bombes de Kubis furent cachées dans sa mallette. C'est alors qu'ils entendirent le bruit de la Mercedes d'Heydrich. Au même moment, un tramway bondé apparut en travers de la route. Quand la voiture d'Heydrich ralentit au virage, Gabčík laissa tomber son imperméable, leva son arme et appuya sur la détente. Rien ne se produisit, l'arme s'était enrayée. Gabčík resta impuissant alors que la Mercedes virait. Heydrich eut alors un comportement qui lui fut fatal. Il cria à son chauffeur de s'arrêter et, triomphant, se leva pour tirer son pistolet. Kubis comprit ce qui s'était passé. Il se découvrit et lança sa bombe. À ce moment, le destin d'Heydrich fut scellé. La bombe explosa dans le caniveau près de la roue arrière droite. Kubis chancela, frappé par des morceaux de carrosserie. Heydrich sauta de la voiture et tira sur lui à 2 reprises avant de s'effondrer, blessé, contre une grille. Kubis courut vers sa bicyclette, jetant sa mallette qui contenait une seconde bombe. Il tira en l'air pour effrayer les passagers du tramway et s'échappa vers la ville. Gabčík jeta son arme inutile et sortit un pistolet. Incapable d'atteindre sa bicyclette, il fut pris en chasse par le chauffeur. Il se précipita vers une boucherie proche
mais ne trouvant pas de sortie à l'arrière, il revint dans la rue, se trouvant nez à nez avec son poursuivant. Il tira 2 fois sur l'Allemand, comme on le lui avait enseigné au SOE. Heinrich fut emmené à l'hôpital le plus proche. Il semblait devoir survivre à ses blessures, mais il fut victime quelques jours plus tard d'un empoisonnement du sang. Des fragments de crin de cheval en provenance de la garniture de la voiture avaient pénétré dans la rate. Ce fut l'origine de l'infection. Malgré son transfert immédiat à l'hôpital et les meilleurs soins médicaux qui lui furent prodigués, il mourut finalement d'infection. Le 4 juin 1942, la bête blonde rendit son dernier soupir. Un masque mortuaire fut aussitôt confectionné, utilisé par la suite sur les timbres postaux nazis. Wilhelm Canaris sut que la mort de son adversaire avait épargné sa double vie. Il joua son rôle aux funérailles nationales sophistiquées d'Heydrich à Berlin. Il faut se souvenir qu'Heydrich avait très peu d'amis. Même dans son cercle le plus intime, il était haï. Personne n'a pleuré sa mort, mais cela n'empêcha pas Canaris de dire à sa veuve « J'ai perdu un ami honnête ». Les preuves abandonnées par Gabčík et Kubis furent souvent montrées aux actualités. La recherche des assassins devint la plus grande chasse à l'homme de l'histoire nazie et 10 millions de couronnes furent offerts en récompense pour leur capture. Gabčík et Kubis furent finalement retrouvés, cachés près d'une église, et moururent avec leur groupe de soutien au cours d'une fusillade avec des soldats allemands. Les services de renseignement et la Gestapo comprirent que l'opération avait été préparée en Angleterre. La mitraillette Sten était l'arme préférée des SOE. La bombe était semblable aux grenades anti-chars utilisées par les Britanniques en Afrique du Nord. Hitler fit le serment de faire un exemple de quiconque abriterait des espions en Tchécoslovaquie. Dans la ville de Lidice, tous les hommes, femmes et enfants furent arrêtés. 116 hommes furent alignés contre un mur de matelas et fusillés. Les femmes et les enfants furent emmenés dans des camps de concentration et des équipes de journalistes allemands furent appelés pour enregistrer ces images. Quand le bombardement fut terminé, chaque brique fut enlevée et Lidice disparut des cartes allemandes. Lors de leur déplacement à travers l'Europe, les SS emportèrent tous les objets de valeur aux fins de financer leurs opérations, or, bijoux, peinture. Des usines entières furent même déménagées vers la patrie. Les SS avaient jusqu'alors gagné leur argent grâce à une de leurs opérations les plus secrètes. Un agent des services de renseignement, Alfred Noyox, présenta un projet pour ruiner l'économie britannique. Il consistait à mettre en circulation en Angleterre et dans les pays neutres des milliers de fausses livres acceptés par Hitler en 1942. Noyox et ses hommes commencèrent à rechercher des faussaires. Il leur vint soudain à l'esprit que certains prisonniers du gouvernement allemand étaient des faussaires juifs. Ils étudièrent activement leurs antécédents et ils proposèrent toute une équipe d'experts en photographie, en chiffres, en logistique, recrutés parmi les prisonniers. Le piège était simple. Les officiers des services de renseignement leur promirent de meilleures conditions de vie, une meilleure nourriture et plus de temps libre. Encore plus important, ils leur assurèrent la vie sauve s'ils créaient des faux parfaits. Les prisonniers furent transférés au camp de concentration de Sachsenhausen et travaillèrent auprès de la cellule où étaient détenus les agents britanniques Best et Stevens. Lorsque les premiers faux billets furent émis, l'agent des services de renseignement Wilhelm Ottel fut chargé de vérifier leur authenticité. C'est ce que je découvris par l'intermédiaire d'un de mes hommes qui se rendit fièrement dans une grande banque suisse et leur montra les billets, disant qu'il avait entendu dire que des faux avaient été mis en circulation et qu'il voulait les faire vérifier. L'employé lui répondit « Je ne peux que vous féliciter si vous avez beaucoup de ces billets.
Ils sont garantis authentiques. Ils avaient là une source de devises britanniques qu'ils pourraient utiliser pour leurs agents, comme pot de vin, pour acheter des armes en Yougoslavie. Quand ils sauvèrent Mussolini de ses ravisseurs, l'opération fut financée grâce aux faux billets britanniques. Plus de 100 millions de livres furent finalement imprimés, mais elles ne furent jamais distribuées en Angleterre. Quand les Alliés envahirent l'Allemagne, l'opération Faux billets fut déplacée en hâte en Autriche, où les faussaires furent finalement libérés. La situation militaire allemande et celle des services secrets se détérioraient sur les deux fronts. Les Alliés avaient déjà envahi avec succès l'Afrique du Nord et l'Italie. En 1943, l'amiral Canaris fut tenu responsable d'avoir largement mésestimé les forces de l'armée russe et sa capacité à produire de plus en plus d'armes et de munitions. Quand les Allemands battirent en retraite depuis Stalingrad, Canaris était dans une situation délicate. Quand il fut évident que les armées allemandes seraient vaincues, Canaris présenta à Hitler une évaluation considérée comme pessimiste. Il fut immédiatement récusé. Comment osait-il présenter une telle information à Hitler? Et où était passée sa loyauté? Canaris était régulièrement défavorisé par le fait qu'il cherchait à fournir des estimations basées sur des renseignements exacts, alors que les services de renseignement ne produisaient que des rapports politiquement acceptables pour Hitler. Il était clair que les deux services ne pouvaient pas coexister. En février 1944, Canaris fut renvoyé. L'Abwehr fut officiellement dissoute par Hitler et la majeure partie de l'organisation incorporée au service de renseignement sous la direction de Walter Schellenberg. Le moment ne pouvait être plus mal choisi pour les Allemands. Les agents loyaux de l'Abwehr s'efforcèrent de découvrir le plus grand secret de 1944 et peut-être le plus grand de toute la guerre, le lieu et l'heure du débarquement allié en Europe. Mais le 6 juin, les Alliés créèrent la surprise totale. Cet été-là, le général Beck, à la retraite, continua à coordonner la résistance militaire au plus haut niveau. Il fut rejoint par Klaus von Stauffenberg, un officier d'état-major de l'armée, qui avait assisté en première ligne aux exactions des équipes SS en Russie. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg apporta une bombe à retardement à un rendez-vous avec Hitler et partit quelques minutes avant l'explosion. Croyant Hitler mort, il s'enfuit à Berlin. Il rejoignit le général Beck au quartier général militaire pour préparer un coup d'État. Mais la rumeur qu'Hitler avait survécu s'étant répandue, tout leur soutien disparut. Dans l'après-midi et la soirée du 20 juillet 1944, furent envoyés du centre de la tentative de renversement à Berlin au département de la Défense des télégrammes avec les noms des contacts civils et militaires qui soutiendraient le renversement. Pendant la nuit précédant le 21 juillet, le coup d'État ayant échoué, ces télégrammes tombèrent entre les mains de la Gestapo, qui fut rapidement en mesure de déterminer qui était impliqué dans la conspiration. Le général Beck et Klaus von Stauffenberg furent arrêtés et exécutés sur le champ. L'amiral Canaris, un des suspects principaux des services de renseignement, fut arrêté le lendemain par Walter Schellenberg. Plus de 7000 autres personnes furent rassemblées. Hitler ordonna que tous les conspirateurs soient pendus comme du bétail. À la suite de la tentative d'assassinat d'Hitler, le 20 juillet 1944, la Gestapo prit des mesures pour s'assurer de l'origine des explosifs utilisés. Il fut prouvé que les systèmes de retardement étaient d'origine britannique et avaient été réquisitionnés depuis l'intérieur de l'Abwehr par des membres participant au complot. Canaris fut envoyé au camp de concentration de Flossenbürg en Bavière. Pendant son interrogatoire, erreur fatale, il avoua avoir tenu des journaux tout au long de la guerre. Mais l'officier qui avait reçu l'ordre de les détruire s'était suicidé avant d'obéir. Les journaux de l'amiral Canaris furent retrouvés dans les bâtiments des services secrets militaires.
Des copies des journaux de Canaris arrivèrent sur le bureau d'Hitler, qui fut abasourdi de constater que ce maître de l'espionnage avait non seulement été stupide, mais traître. Les trahisons remontaient jusqu'à la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Les journaux confirmèrent à Hitler ce qu'il avait longtemps soupçonné: il avait été victime d'une conspiration militaire destinée à le priver de sa victoire complète. Il ordonna immédiatement un procès, à l'issue duquel Canaris et Oster furent condamnés à mort. Un officier danois occupant la cellule contiguë à celle de Canaris fut le témoin de son départ, tôt le matin, conduit par des gardes. Il avait auparavant entendu Canaris frapper sur le mur de sa cellule. Il avait écrit en morse « Je ne suis pas un traître, j'ai fait mon devoir d'Allemand ». Ce furent ses derniers mots. À l'aube du 9 avril 1945, Wilhelm Canaris fut déshabillé et conduit dans une cour proche. Les gardes SS lui placèrent une corde à piano autour du cou et le pendirent lentement pendant 30 minutes. D'après les ordres des services de renseignement, il devait disparaître sans laisser de traces. Son cadavre fut brûlé et les cendres jetées au vent. Ses amis de la résistance, Hans Oster et Hans von Dohnanyi, furent également exécutés le même matin. À 150 km de là, les chars de la 3e armée du général Patton avançaient vers le camp. Jusqu'au procès de Nuremberg, peu de gens avaient entendu parler de l'amiral Canaris. À la barre, le général Jodl témoigna que Canaris avait servi les ennemis pendant des années. Alors que les historiens sont en désaccord avec ces raisons, il y a peu d'incertitude quant au fait que Canaris et le général Beck aient contacté l'Ouest de manière répétée, en particulier l'OSS américain Alan Dulles, agent à Berne. Si vous lisez les télégrammes échangés entre Dulles et Roosevelt, vous verrez répéter de nombreuses fois une phrase adressée à Dulles. « Non, ça ne marchera pas. Ces gens ne sont pas fiables. Nous ne pouvons leur faire confiance. » La résistance allemande fut le seul mouvement anti-nazi d'Europe qui ne reçut aucun soutien des puissances occidentales. Les Alliés auraient-ils pu raccourcir la guerre en répondant aux ouvertures de l'Abwehr ? Les services secrets britanniques étaient très timorés dans leur contact avec la résistance allemande en général et les services de renseignement en particulier. Ils craignaient d'être confrontés à un autre incident du type Venlo. Au procès pour crime de guerre de Nuremberg, Walter Schellenberg, l'homme qui avait enlevé les agents britanniques à Venlo, fut acquitté de tout sauf de 2 charges, à savoir être membre de la SS et des services de renseignement décrétés organisation criminelle par le tribunal international. Il fut condamné à 6 ans de prison. Après sa libération, ses mémoires, dans lesquels il revendiquait la responsabilité d'avoir laissé Best et Stevens en vie, furent publiés. Il mourut d'une maladie de foie 1 an plus tard. Pendant les dernières heures de la guerre, Best et Stevens et leurs complices de l'attentat de Munich, Georges Elser, furent transportés en autobus à Dachau. Pour des raisons encore obscures, Elser fut sorti du bus et exécuté par les gardes SS à la dernière minute. Les agents britanniques revinrent alors chez eux, où ils durent subir un contre-interrogatoire pénible de la part des services secrets britanniques. Que Best et Stevens aient conspiré ou non avec Elser pour tuer Hitler reste un mystère. Le dossier britannique sur Venlo restera fermé jusqu'en 2055. La rivalité entre les services de renseignement et l'Abwehr, et Heydrich et Canaris en particulier, ont servi à faire parvenir des messages mitigés à l'Ouest. Mais même si la coalition alliée avait été établie avec l'Abwehr, il n'y avait aucun soutien important en Allemagne pour former une rébellion armée.
Souvenez-vous, il n'y avait aucune opposition armée majeure en Allemagne. Il n'y avait pas de partisans. Il n'y avait aucune possibilité de soutien politique. D'après moi, les services secrets britanniques ont fait la seule chose raisonnable possible. Pour elle, l'opposition allemande tentait d'augmenter ses forces. Mais s'ils avaient opté pour le soutien, le résultat aurait occasionné une plus grande perte de sang allemand.